Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinée à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant June Coach 74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Salut June, c'est la forme ou quoi? Super, et toi, ça va, Rudy? Ça va bien, ça va bien. Alors, comme tu sais, à chaque début de podcast, c'est l'instant la vie de June. Alors, la dernière fois, tu nous as annoncé que tu comptais préparer un triathlon Tout à fait. fin juin. Ouais. J'ai oublié où c'était. C'est à Cagnes-sur-Mer. Ouais. Alors, est-ce que tu t'es inscrite ou pas encore? Je vais m'inscrire très prochainement, donc il y avait les cadeaux de Noël à faire. Donc là, maintenant. Combien ça coûte une inscription d'ailleurs? Alors, je pense que ça dépend des compétitions et surtout des formats, parce que par exemple sur la compétition de Cagnes, il y a plusieurs challenges. Donc il y a un format L. Je crois qu'il y a donc le format L, ça correspond au demi Ironman, Ouais. au half, pardon. Et il y a le format M, S, et ensuite il y a des relais également. Donc là, pour le format M, ça coûte 80 € en dossard. Ensuite, il y a aussi des passes de compétition qui sont pas très chères. Ça, c'est seulement si tu n'es pas licencié à un club de triathlon, il me semble. Et le pass de compétition coûte 20 €. Donc, tu serais à 100 € alors. Voilà, c'est ça, 100 €, sachant que... Est-ce que t'as quoi avec ça? T'as une médaille, un t-shirt de finisher? Non, je sais pas. Finisher. Ouais, t'as un truc de finisher? Je sais pas, j'imagine. J'ai même Ah, t'as pas regardé? J'ai pas regardé ce qu'il y avait, mais bon, j'imagine, hein, c'est ce qui donne à toutes les compétitions d'endurance, un petit peu de course à pied. Donc voilà, j'imagine que c'est quelque chose dans ce style. Et alors, comment se passe ton entraînement? Bah écoute là, donc ça fait un mois que je m'entraîne un peu plus axé endurance. Et bah écoute, ça se passe bien. Et puis surtout, je reprends pas mal de plaisir à m'entraîner, à changer un petit peu, à diversifier mes entraînements. Donc là actuellement, désolée, Tu perds ta voix? j'ai ma voix qui a voilà. C'est le stress. Ouais, c'est le stress. Je fais 2 entraînements de natation, 2 entraînements de course à pied et 2 entraînements de vélo. Et euh, Et ça consiste en quoi tes entraînements alors? Natation, je sais que c'était plutôt ton point fort. Donc, tu fais quoi exactement? alors actuellement, je varie un peu les modalités. À la reprise, j'ai surtout fait déjà du travail un peu technique, de glisse, de sensation. Et là, je m'intéresse un petit peu plus au travail de vitesse, de gestion des allures. Donc, étant donné que je dirais que c'est là où je me sens le plus à l'aise, mais c'est pas non plus, enfin voilà, je suis pas non plus hyper forte. Mais c'est là où je me sens le plus à l'aise. Et donc déjà, j'arrive à différencier plusieurs cadences. Et donc, mon travail, il va se porter sur la gestion de ces différentes allures pendant plus ou moins longtemps. Donc, voilà, vraiment varier ce travail. Tu restes combien de kilomètres là, chaque fois? Euh, Entre 1,8 à 2,5. Donc, enfin, ça fait pas longtemps parce que, comme tu le sais, ça fait... Non, mais tu dis bien, pour moi, c'est déjà beaucoup, hein. Ouais, mais ça fait à peu près un mois que j'ai repris la natation. Et donc, en fait, j'ai recommencé, j'ai fait 1 kilomètre, ensuite 1,5, et là, 2 kilomètres, 2,5. Et en fait, je varie d'une séance à l'autre, une séance où je vais plutôt travailler sur la technique, la glisse, enfin voilà, même si c'est vraiment des choses que tu dois retrouver dans chaque séance, c'est là où je vais me concentrer plus sur mon geste et plus sur l'endurance, vraiment de pas m'arrêter. Puis une autre séance où je vais travailler plus les allures, donc la capacité à accélérer dans l'eau. Et comme je te disais, bah là j'ai bien transpiré dans l'eau. Et là, tu fais tout en crawl?
Je fais tout en crawl. Parce que je me souviens quand t'avais repris, tu me dis que t'alternais un peu. Ouais, non, je fais que, Là, je fais que que du du crawl. crawl. Je fais que du crawl et quand j'avais repris, je faisais un peu de crawl, un peu de dos crawlé, mais je fais pas de brasse. Je sais pas, enfin, la brasse aussi, c'est une technique spécifique et je fais pas de brasse, je fais que du crawl et du dos crawlé. Et là, maintenant, presque plus que du crawl. Ouais. Et alors, sur le vélo, ça donne quoi? Bah écoute, sur le vélo, c'est c'est plutôt sympa. En tout cas, pour le moment, je m'amuse. Je fais que sur, enfin pas sur home trainer, mais tu sais sur le watt bike qui est à la salle. Et pareil, je fais un travail de variation. Plus, je pense que ça correspond au tempo. Enfin voilà, variation euh, d'allure à ce seuil-là. Bon, voilà. Ensuite, ça va flirter avec des seuils un petit peu plus hauts, mais voilà, je suis pas non plus constamment en zone 2 et je suis plus sur du travail de variation d'intensité que un travail vraiment d'endurance fondamentale. Et là, tu suis un programme justement de watt bike, c'est ça? Ouais, De c'est ça. l'application directement? Et exactement. Pour le moment, je me suis dit pour les 2 premiers mois, je j'ai pas non plus envie de tout de suite prendre quelqu'un pour m'aiguiller. Je me dis il faut que j'expérimente un petit peu toute seule. Donc j'ai pris un programme Café Watt Bike pour faire un 50 miles, donc c'est 80 kilomètres. Voilà, je me dis c'est une bonne préparation quoi. Et après, tu vas faire un 50 km sur le watt bike? À 80 km sur le watt bike? C'est ça. Ah ouais, donc C'est déjà en fait entraînement difficile, compétition donc, classique. est-ce que tu as acheté parce que moi je te vois pédaler, donc tu es toujours en leggings, tu as acheté un cuissard rembourré ou pas? Parce que là, pour 80 km sur le watt bike, il va falloir que J'ai pas encore pris un cuissard rembourré, donc je compte investir là-dedans parce que je pense que ça va m'aider. Et puis voilà, et pour la course à pied, c'est là où c'est le plus compliqué parce que la course à pied, eh ben, il y a des gros chocs, hein. Sur la natation, on est plutôt sur un sport porté, le vélo aussi. Et là, bah, qu'est-ce que c'est? je te montrerai après. Et là, la course à pied, c'est vraiment un sport où il y a des gros chocs. Et comme tu le sais, la dernière fois que je courais vraiment, ça devait être il y a 4 ou 5 ans. Et je pesais 10 kilos de moins. Donc c'est compliqué. Mais voilà, la reprise se fait progressivement. J'essaie d'augmenter suite à des petites douleurs que j'ai eues. J'ai dû baisser un peu le nombre de fois où j'allais courir par semaine. Et puis là, ça va, j'arrive à y aller 2 fois par semaine sans avoir mes grosses douleurs au périostite. Donc c'est plutôt positif. Ouais, non, mais c'est là qu'on voit quand même nos différences parce qu'il y a, quand j'en parlais avec Fabrice, justement, de la course à pied, lui, à chaque fois qu'il reprend, bah, il n'y a aucun souci. Alors, comme d'habitude, il doit faire un peu dans tous les sens, sans vraiment aller vite, sans vraiment aller lentement. Bref, ça va dans tous les sens, vous avez compris comment il fait. Et à chaque fois, il me dit, je reprends et j'ai pas de souci. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, quand elles reprennent la course à pied, moi qui coach pas mal de gars maintenant qui courent un peu, je vois qu'on est vraiment pas égaux. Il y en a, ils courent, ils ont rien. Puis d'autres, dont tu fais partie, dont je fais partie, bah, en fait, tu es obligé d'aller vraiment hyper progressivement Ouais. parce que tu sens que même si en théorie on est fait pour, bah, on n'est pas vraiment fait pour. Pour certains, on n'est pas vraiment fait pour. Et à côté de ça, je crois que tu fais aussi de la muscu et un peu trop sur le bas du corps. Est-ce que tu veux nous en parler? Non. Parce que là tu es à 6 séances par semaine, donc on va dire pour le triathlon. Et à côté de ça, tu m'as dit que tu avais perdu des cuisses et des fessiers et donc que ça te minait un peu et donc que tu voulais faire 2 séances cuisses de folie par semaine. Bon, déjà, il y a eu l'épisode où j'ai eu, juste après le précédent podcast qu'on a fait ensemble il y a un mois, et ben, j'ai eu quand même un gros épisode de lombalgie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'arrive à peu près une fois par an. Donc on sait très bien que c'est pas normal. Suite à un soulevé de terre, voilà, j'ai des charges quand même qui sont pas dégueulasses. Voilà, c'est pas grandiose, mais c'est pas dégueulasse non plus. C'est à peu près 80 kilos en série de 10-12. Et donc là, je me suis dit, je vais augmenter un petit peu mon amplitude pour le faire vraiment en stiff leg deadlift. Et en fait, je me suis fait mal au dos. Ah mais Donc voilà, bien sûr. j'ai arrêté et j'ai eu vraiment un épisode compliqué où bah voilà, j'ai dû beaucoup me mobiliser, beaucoup faire de la respiration, des exercices de posturaux comme j'en avais fait à une certaine époque où j'avais ces grosses douleurs. Et en fait, bah voilà, hein, pendant un mois, j'ai pas fait les jambes. Là, la semaine dernière, j'ai repris et effectivement, je fais pas les jambes pendant un mois, j'ai perdu un petit peu de volume. Donc oui, je suis encore assez dans ce truc de du physique, tu vois, du physique parce que je pense que ça fait un moment que je suis là-dedans. Donc j'ai du mal à me détacher de ça,
parce qu'aussi ça me plaît, d'être bien dans mon physique, quoi. Donc le fait de perdre un petit peu ce que j'ai construit, ou en tout cas d'avoir cette impression-là de perdre, ça m'emmerde. Ça Ouais, bah m'emmerde. parce que nous, qu'après, tu rates pas autant que ça, mais j'ai pas l'impression que t'aies perdu tant que ça. Tu vois, quand je vois sur le vélo, Non, non, j'ai pas tant perdu. Même moi, là, je vois, je me dis, bon, ok, je me monte un petit peu à la tête, quoi. C'est des sensations aussi. mais voilà ce que je veux dire, parce qu'après, quand tu fais moins de muscu, t'as moins ces courbatures, cette sensation de gonfler que tu n'as pas quand tu fais, par exemple, tes 2 séances de vélo, où t'es gonflé sur le coup, et après, les jours qui suivent, t'as pas ce truc-là d'être un peu surgonflé. Donc, tu te sens peut-être un peu plus molle, on va dire. Mais voilà, c'est peut-être ça la sensation. Ouais, c'est- C'est comme moi, bah, là, comme je fais un peu moins les cuisses qu'à ma grande époque, bah, forcément, je sens que j'ai les cuisses moins dures, moins Oui, gonflées, voilà. mais ça doit pas jouer à tant que ça, finalement. Oui, voilà. Ensuite, je vais faire 1 à 2 séances de muscu bas du corps par semaine. La semaine dernière, j'en ai fait 2 parce que voilà, c'était la reprise, j'avais envie. Mais là, je vois bien que effectivement, j'ai encore des courbatures de dimanche. Donc voilà, j'ai pu aller courir quand même, mais quand j'ai fait le vélo lundi, bah, je sentais que j'avais des bonnes courbatures aux cuisses. Donc je me dis effectivement, je vais peut-être pas pouvoir faire mes 2 séances bas du corps par Ouais. semaine, et donc j'en ferai qu'une s'il le faut. Bah, après, tu peux peut-être en faire 2, Mais mais moins intense. voilà, Ouais. plus légère, c'est ça. J'ai encore ce truc de, même si j'ai fait qu'une reprise, bah voilà, j'ai repris le hip thrust, j'ai repris, bon, j'ai fait du soulevé de terre, mais aux haltères, tu vois, j'ai pas fait à la barre. Donc voilà, j'ai quand même des exercices avec des gros étirements, les fentes bulgares, même les fentes classiques, hein. Donc voilà, il faut adapter un peu, mais ça va se faire petit à petit. Je tâtonne encore, mais ça va aller. Ouais, après, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que quand tu t'es fait mal au dos, tu as cherché à avoir plus d'amplitude. Moi, j'étais aussi, et je suis beaucoup partisan de ça, psychologiquement en tout cas, de toujours avoir plus d'amplitude. Et en fait, on se rend compte à chaque fois que on essaie d'avoir plus d'amplitude que là où on est à l'aise, entre guillemets, ou qu'on a intégré, et ben, on se nique. On voit bien que, alors bien sûr, on voit plein de trucs sur les réseaux, tout ça, la mobilité, l'amplitude, mais concrètement, quand tu veux ne pas avoir, entre guillemets, même si la douleur, c'est multifactoriel, tout ça, bah en fait, pas trop de douleur, et on va en reparler tout à l'heure sur un sujet sur le forum. En fait, il faut ta bonne amplitude, quoi. C'est ça. Et souvent, bah, au soulevé de terre, jambes semi-tendues, quand on fait, c'est quand tu as le buste aux alentours de parallèle au sol. Voilà. Et quand tu vas aller un peu plus bas, tu sens que, c'est moins, tu sens qu'il y a un truc qui va moins bien. Donc, tu peux le faire, mais de manière légère. C'est un peu comme le soulevé de terre de rond, c'est vraiment que je suis plus tout ça sur le net, mais qui était très à la mode. Bah oui, si tu le fais à 20 ou 30 kilos, tranquillement, doucement, ça va te faire du bien. Maintenant, si tu le fais demain à 100 kilos direct, bon, bah, t'es en train de t'auto-détruire. En fait, il y a aucune progressivité. Et il y a trop d'amplitude par rapport À ce dont tu à es à ta capable. position de force. Voilà. Voilà, et ce dont tu es habitué, T'es c'est surtout fort. ça, ça a été bête en fait de faire quelque chose alors que le Tout mouvement allait de bien. fond, tout allait bien. Et voilà, parfois on a des moments, Bien sûr, bien même sûr. nous en tant que coach, on se dit allez, j'aime Bien bien sûr, bien aussi sûr. aller vraiment à fond sur l'amplitude. Et bah non, voilà. Ouais, mais pas parce on a du mal, chaque individu, et c'est pour ça que le coaching aussi ça marche, hein, parce qu'on a du mal à être objectif avec soi-même. On Exactement. a beaucoup de mal à se dire, moi je le vois pareil quand je fais mes séances de kayak en ce moment, où je suis pratiquement le seul à m'entraîner mon groupe d'entraînement. En fait, j'ai tendance des fois à faire que des séances hyper dures, quoi. Alors des fois, je vais faire une séance facile, mais je suis là, je dis bon, allez, c'est bon, je fais une séance dure, une séance dure, une séance dure. Et en fait, à la fin de semaine, t'es rincé, quoi. Tu dis, car chaque séance, t'es rincé, rincé, rincé. Tu dis, waouh, putain, c'est. Alors que objectivement, si tu prends du recul, tu sais que voilà, tu peux faire 2 séances dures en termes de cardio. Moi, je fais 5 séances de kayak de toute façon toute l'année en moyenne. Et voilà. Et le reste, il faut que ce soit facile, que ce soit technique, que ce soit autre chose. Mais tu peux pas faire. Et c'est pour ça que ouais, c'est difficile d'être objectif avec soi-même parce que tu as toujours envie d'en faire plus. Tu dis je peux, je peux. Et tu vois, ça me fait penser au bouquin de mon pote Nico, à qui on passe une petite dédicace, la préparation physique de l'endurance, je crois qu'il appelle ça comme ça. Et dedans, où il montre, j'en suis aux exemples un peu de programme, et où il montre, il dit, il faut toujours se garder, comme on dit nous en muscu, se garder une marge de manœuvre, ne pas trop en faire, mieux vaut en faire moins que trop. Car tous les trucs qu'on arrive à dire facilement, qu'on arrive à Mais qu'on conseiller, fait pas. et qu'on fait, bah moi et toi, on fait beaucoup pour nos élèves, en fait, aux personnes qui font appel à nos services de coaching, où justement on garde une marge de manœuvre, où moi je me souviens pendant longtemps, quand j'étais très actif sur les réseaux, il y a pas mal de jeunes qui disaient oui, mais tu fais progresser trop doucement, c'est pas assez rapide, tout ça. Mais en fait, c'est fait exprès. C'est ça. C'est parce que le but, comme on l'explique souvent dans les podcasts super physiques, c'est de progresser
sur le moyen et long terme. Le but, c'est pas d'être bien demain ou après-demain. Et on se rend compte quand on vieillit, c'est d'être bien tout le temps. Ouais, et de Et pouvoir pratiquer sur une longue durée voilà, également. voilà. Parce que ça nous fait plaisir. Le but, c'est pas d'être bien et puis après, tu disparais ou tu meurs comme plein de, de bodybuilders pros qui meurent, ou qui sont même pas pros des fois, qui meurent comme ça, des célébrités Instagram. Et je dis, waouh, bah non, si c'était ça, c'est pas du tout ce qu'on vise. Mm. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a des parallèles, en tout cas, dans toutes les activités. Et que Ouais. pour soi-même, on a du mal à être objectif. Mais malgré tout, on apprend quand même. On apprend. Donc là, tu sais. Tu sais, c'est comme le choix d'exercice. Avec Fabrice, on se marre souvent là-dessus. Des fois, on arrête un exercice. Ouais. Quand on fait un exercice, et puis on dit, ah putain, il fait plus de mal que de bien, je l'arrête. Je pense par exemple au rowing menton. Je pense au rowing menton. Donc, cet exercice qui donne un physique herculéen pour ceux qui ont la référence. Et bref, et donc à chaque fois, on l'arrête parce que ça tire un peu dans les épaules, le supraépineux n'aime pas trop de ça. Et puis après, quelques temps, quelques mois ou quelques années après, on se dit, ah, tiens, je vais refaire un peu léger. Puis on refait, et puis on dit, putain, mais ça donne vraiment un physique herculéen, ça fait trapèze, l'avant des épaules, ça, vraiment tu gonfles, quoi. T'as vraiment un look terrible après. Et donc on s'y remet, on s'y remet, on s'y remet, puis on remonte doucement, on dit, on va y aller doucement, et puis on y va doucement. Mais il y a un moment où en fait, on sent que c'est pas bon pour les épaules. On sent que, ah, c'est pas bon, et on se rappelle pourquoi on avait arrêté. Mais c'est pour te dire qu'on a une mémoire, tu vois, un peu sélective qui fait que, en fait, On choisit, ouais, on on- choisit ce qu'on veut. ouais, ouais, après, Faut pas qu'on reste tu te sur racontes une histoire c'est ça. et voilà, quoi. C'est Enfin, ça. bon, c'est drôle. Alors, maintenant, on est prêt à passer aux Aux questions. questions, des forums superphysiques. Alors, on va commencer par une question, qui va appeler pas mal de développement, même si en apparence, elle paraît courte. C'est une question de Big Ben. Soulevé de terre, faut-il poser ou non la barre? Alors ça, c'est une question, donc je vais développer tout son message après, mais qu'on a eu depuis plus de 20 ans, bah, en 2023, plus de 20 ans sur les forums à l'époque Smart Weight Training. Faut-il poser ou pas? Donc, on va parler de l'avantage de la tension continue, des inconvénients aussi du rebond. Bref, on va tout décortiquer. Donc, petite question rapide, sans doute de gros béotiens. Dans mon programme de split, je fais du soulevé de terre et du soulevé de terre jambes tendues. Pour les deux, je vise les 4 séries de 8 à 12 répétitions, autour de 65 à 70 kg en ce moment, sans compter le poids de la barre. Pas très lourd, mais avec des séries suffisamment longues pour ce type d'exercice. Et surtout, je ne repose pas la barre au sol entre chacune de mes répétitions. Ce qui fait que le plus souvent, ce sont mes avant-bras qui me font lâcher la prise. Je me baisse pour que les disques frôlent le sol, mais je reste sous tension pendant tout le temps de la série. À côté de moi, je vois d'autres personnes faisant ces exos avec des physiques très standards, mais chargés beaucoup plus lourds. Faire environ 6 répétitions en reposant complètement la barre au sol à chaque fois. D'un côté, ça soulage l'effort qui n'est pas continu, mais par contre, il faut redonner une grosse impulsion à chaque répétition, ce qui doit également être très efficace pour choquer le muscle. On va y revenir. D'où la question que je me pose, quelle méthode est la plus efficace pour prendre du muscle? J'avais l'impression qu'avec la façon dont j'exécute les mouvements, je garde un temps sous tension important, supérieur à 30 secondes. Je fais un nombre de répétitions moyen qui me permet de bien choquer, on va y revenir, le muscle et de favoriser l'hypertrophie. À l'inverse, ceux qui reposent la barre avec peu de répétitions font plus un travail de gain de force, mais peut-être que je me plante. Est-ce qu'on est vraiment sur deux manières de faire différentes, qui visent deux objectifs différents, ou y a-t-il une façon vraiment plus optimale que je devrais adopter? Merci d'avance. À vrai dire, ça fait un moment que cette question me trotte dans la tête. June. Mais moi, je trouve cette question super intéressante parce que maintenant que le soulevé de terre, il a été tellement démocratisé, effectivement, on voit plein de manières différentes d'exécuter le soulevé de terre. Donc, tu vas avoir le soulevé de terre classique qui s'effectue du départ au sol et parfois en fléchissant un petit peu les genoux. Donc, vraiment une position mi-flexion de hanche, mi-flexion de genoux et en reposant à chaque fois la barre. On a le soulevé de terre jambes tendues qui, attention, c'est pas le soulevé de terre roumain, pardon. C'est vraiment le soulevé de terre jambes tendues où on va minimiser la flexion de genoux pour vraiment avoir un travail presque quasiment que en ischio. Et enfin, on a le soulevé de terre roumain où là, on va avoir vraiment un accent sur les fessiers grâce à la flexion de hanche. Et donc là, en général, le soulevé de terre roumain, il démarre pas forcément du sol, il démarre d'un point plutôt au niveau mi-tibia ou alors au niveau des genoux. Et en fait, on reste à quelques centimètres du sol parce que là, on ne cherche pas spécifiquement à poser les poids au sol, mais on cherche tout simplement à avoir la plus grande flexion de hanche sans faire intervenir la flexion de genou. Donc je trouve ça assez intéressant. Lui, il dit que qu'il fait du SDT, enfin du soulevé de terre en faisant Classique. voilà. Il pose pas sur les deux, hein. Il y a aucun des deux où il Mais il pose. pose pas. Donc,
Donc en fait, je pense ça pourrait peut-être plus se rapprocher d'un roumain. Ensuite, il faudrait voir comment il exécute son soulevé de terre classique. Enfin voilà, c'est sans vidéo, on peut pas vraiment le dire. Et le SDT tendu. Maintenant, voilà, les personnes qui reposent entre chaque répétition, là aussi, il y a plusieurs manières de faire. Il y a le fait d'utiliser l'inertie, donc cette espèce de rebond qu'on peut voir par exemple en CrossFit. Je savais pas si t'allais le dire. En CrossFit avec le touch and go, mais là il faut comprendre aussi que c'est un autre objectif. Ah, c'est une honte, Non, mais c'est un autre objectif. Non, le rebond sous la terre, c'est une honte. Donc c'est le fait d'aller le plus vite possible. Et nous, dans une optique d'hypertrophie, évidemment, on va vouloir au contraire maîtriser la portion excentrique et ne pas utiliser l'inertie du mouvement et le rebond élastique de notre les chocs, quoi, les ondes de choc. Voilà, les chocs, mais plutôt d'utiliser vraiment les muscles. Donc même si on repose au sol, ce qui est aussi possible pour standardiser par exemple son exercice, il va falloir ne pas utiliser le rebond, donc prendre une espèce de pause, se replacer, et là on pourrait presque se resituer dans un mouvement de force athlétique, quoi, de force athlétique quand ils font des, je sais pas, des doublés, des triplés ou même en série un peu plus longue, on peut les voir faire leur mouvement, reposer leur barre, puis se replacer, puis réeffectuer leur tirage. Donc voilà, il y a vraiment ces plusieurs manières de faire. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux pour l'hypertrophie? Évidemment, à mon sens, c'est de rester plutôt sur un soulevé de terre roumain où on va pas reposer la barre ou alors vraiment effleurer le sol et en fonction des muscles visés. Donc voilà, par exemple, le grand fessier, les fessiers et les ischios. On va viser plus un soulevé de terre roumain et rester effectivement dans une espèce de tension continue, même si le terme il est aussi un petit peu tendancieux parce que en haut du mouvement, quand on revient en position neutre, par exemple, ça sert à rien de serrer à fond les fessiers. Il y a pas de tension en haut du mouvement. En fait, on est en position neutre quand on a les hanches alignées avec les genoux et les chevilles. Donc voilà, et que la plus grosse partie de la résistance. Il y a plus de résistance. Ça sera en bas, en fait. Ça sera en bas et à la montée. Donc voilà. Donc, toi, tu dis de pas faire reposer, alors. Pardon? Pas reposer. Soit pas reposer. Donc, garder la tension pour le développement musculaire, disons, l'hypertrophie des fessiers. Voilà, ça serait pour moi le mieux. Et pour le SDT tendu, éventuellement toucher le sol, mais ne pas complètement, en fait, relâcher la barre. Et éventuellement utiliser des sangles de tirage parce qu'on veut pas que le facteur limitant ce soit les avant-bras, comme il le dit dans son message, mais on veut que le facteur limitant, ça soit les fessiers, les ischios. Ça doit pas être le dos, pas les avant-bras, donc pas le grip. Donc voilà, pour limiter ça, on peut utiliser des accessoires. Et Rudy, est-ce qu'on choque le muscle? Je rebondis sur pas mal de choses qui sont intéressantes. La première, c'est que si vous suivez régulièrement les podcasts super physiques, on n'est pas du genre à conseiller de faire du soulevé de terre 2 fois par semaine, notamment en split. On a remarqué, je me répète, mais bon, c'est comme d'habitude, que le soulevé de terre, si on le faisait de manière légère, voilà, dans une optique de renforcement, sans trop forcer, pouvait faire du bien. Mais quand on est dans une optique de progression, à chercher vraiment à mettre des poids, tout ça, 2 fois par semaine, à un moment, la gravité va finir par gagner et on va accélérer, entre guillemets, même certains vont crier au scandale, notre tassement vertébral, qui de toute façon est inéluctable. On va y arriver. Et c'est comme ça, c'est la gravité. Donc, on va se tasser, on aura de moins en moins d'espace entre les vertèbres. Et faire du soulevé de terre 2 fois par semaine va accélérer ce processus. En faire une fois, ça peut se discuter de manière légère sans trop forcer. 2 fois, pour moi, c'est déjà un peu trop. Ensuite, comme l'a dit June, rebondis là-dessus. Si c'est tes avant-bras qui te font lâcher l'exercice, c'est qu'il y a un problème parce que le soulevé de terre, en fonction de comment la version dont tu vas le faire, comme l'a dit John aussi, soit tu vas vouloir travailler les fessiers et les ischio-jambiers, soit tu vas essayer d'en faire un mouvement un peu plus global, en fléchissant un peu plus les genoux, en faisant aussi donc un peu plus les quadriceps, un peu plus le dos, qui va travailler notamment beaucoup en ce qu'on appelle en isométrie. Et donc dans ce cas-là, tu veux que ce soit les muscles moteurs qui font l'exercice qui soient le facteur limitant. Tu veux pas que ce soit les avant-bras qui soient le facteur limitant. Dans une optique de prise de muscle. Si ton objectif c'est de faire du strongman, et que t'as pas le droit aux sangles, ouais, tu mets pas de sangles. Tu renforces tes avant-bras à fond, tu renforces ta prise, tout ça, mais dans une optique d'hypertrophie, tu as tout intérêt à mettre des sangles. En plus, ça va te permettre de rester en pronation, de pas adopter une prise inversée qui, même si pour certains ça n'est pas de travers, moi ça met un peu de travers. Et je me souviens quand j'allais en compétition de force il y a longtemps, et je me souviens de pousseur de fonte Quentin, qui était avec nous sur les forums, qui lui a adopté une prise inversée.
On voyait quand il faisait une pose de dos, il avait le grand dorsal droit qui était plus développé que le gauche. Le gauche, il avait la main en supination. Donc, c'était vraiment pas, ça se voyait physiquement. Donc, dans une optique d'hypertrophie, on a tout intérêt à mettre des sangles. Ensuite, il voit des personnes, il dit, avec des physiques très standards, donc c'est-à-dire très moyens, voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont, mais chercher beaucoup plus lourd et faire des séries de 6 en reposant la barre à chaque fois au sol. Alors, effectivement, la modalité d'exécution, comme on exécute l'exercice, va déterminer ce qu'on peut en espérer. Quand tu reposes la barre au sol, bien évidemment, tu as moins de tension, ton tension diminue, et en plus, tu vas pas profiter, on va dire, de ce qu'on appelle les éléments élastiques du muscle. Notre muscle, vous pouvez taper, si vous intéresse, schéma de Hill, donc H-I-L-L, et donc vous verrez que dans nos muscles, il y a les composants contractiles qu'on appelle l'actine, la myosine, les sarcomères, voilà. Mais il y a aussi des éléments élastiques en série et en parallèle, euh, qui, en fait, quand on va faire la phase négative, on va accumuler de l'énergie. C'est ça qui fait que, par exemple, plus on va faire une phase négative rapide, plus on va pouvoir mettre lourd sur la positive. En fait, c'est comme si on tirait sur un élastique et hop, ça nous renvoie. Alors, bien sûr, comme l'a dit John aussi, dans une optique de prise de muscle, on a tout intérêt la plupart du temps à ne pas se servir de cette énergie élastique et donc plutôt à contrôler sa phase négative, du moins pour la majorité des gens hors niveau avancé qui chercheraient vraiment à intensifier son entraînement, à mettre plus lourd tout ça. Mais à contrôler pour ne pas trop utiliser cette énergie élastique. Quand on repose la barre à chaque fois en bas, on annule cette énergie élastique et donc on est vraiment essentiellement sur un travail nerveux et musculaire, je simplifie. Euh, et en théorie, tu ne dois pas donner une grosse impulsion, Big Ben, tu dois, ce qu'on appelle, te mettre en tension. En fait, c'est vraiment te mettre en tension et si tu donnes une grosse impulsion, c'est pas bon. Mais effectivement, quand tu reposes la barre à chaque fois, bah, tu perds du temps sous tension. Souvent, en plus, quand tu fais des séries très courtes, que c'est de la force, les gens ont tendance à laisser un peu tomber la barre, à aller très très vite. Donc musculairement, bah, c'est beaucoup beaucoup moins intéressant. Euh, et c'est vrai que, il faut le dire aussi, tu parles de physique standard qui mettent beaucoup plus lourd que toi. Le soulevé de terre, c'est l'un des exercices les plus influencés par la morpho-anatomie, c'est-à-dire par ta longueur de segment. Euh, c'est pas compliqué. Plus tu as des longs bras, plus tu es fait pour le soulevé de terre. On voit des gens, des fois, je pense à Lamargant, ou en France, on a eu Lucien de Faria hein, qui commence peut-être à être un peu âgé maintenant, mais des gars qui ont fait 300 soulevés de terre avec des bras très 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 longs et qui n'avaient pas des physiques démesurés. Je pense à Lucien, je pense aussi à... Comment il s'appelait il y avait un type qui se faisait appeler l'Espinasse sur les forums Super Physique il y a très longtemps, et pareil, qui avait fait 2,90 en moins de 60 ou en moins de 67 kilos, donc c'était pas les mêmes catégories que maintenant. Mais en fait, c'est hyper influencé. Ce qui fait que le soulevé de terre, comme tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de muscles en jeu et que c'est très influencé par ta longueur de segment et notamment ta longueur de bras, et ben en fait, tu peux mettre très lourd sans que ça implique un gros développement musculaire. Il faut se rappeler que quand tu fais un exercice, c'est toujours une compétition de recrutement entre les différents muscles qui participent. Et souvent, au soulevé de terre, si c'est un soulevé de terre vraiment classique, bah, tu as du mal à avoir un muscle qui gagne parce qu'il y a trop de mouvements articulaires en jeu. Par contre, si tu fais un soulevé de terre jambes tendues ou jambes semi-tendues ou mains, peu importe comment tu l'appelles, bah là, c'est souvent soit les fessiers, soit les ischios qui gagnent. Moi, c'est les fessiers. Il y en a d'autres, c'est les ischios. Mais pour beaucoup de gens, c'est souvent les fessiers. Ceux que ça intéresse, je rappelle encore une fois, qui veulent aller plus loin sur la morphoanatomie, je rappelle que j'explique presque tout dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique qui sont dispo donc sur mon site rudicola.com. Enfin, quelle est la méthode la plus efficace pour prendre du muscle? Bah, tu l'as compris, c'est de rester en tension, c'est d'avoir un temps sous tension suffisant, donc entre 30 et 60 secondes en moyenne. Voilà, c'est les bases. Euh, c'est pas une histoire de choquer le muscle ou pas, c'est une histoire d'avoir un temps sous tension suffisant et de pouvoir progresser, de rajouter des kilos, des répétitions progressivement pour être. T'as plus de voix de June encore. C'est la piscine, elle a transpiré dans la piscine, voilà. Ça doit être ça. Elle a bu la tasse. Et donc ouais, c'est pas une question de choquer le muscle, parce que tu peux pas vraiment choquer le muscle en tant que tel, mais tu vas essayer de le surcharger progressivement, d'être progressif pour l'habituer à supporter bah, plus de contraintes. Et sa réponse, ça va être de grossir, en simplifiant. Mais c'est vrai que ceux qui reposent la barre avec peu de répétitions bah, font plus un travail de force que de prise de muscle. Alors bien sûr, comme le développement musculaire, il y a une grosse part de génétique qui rentre en jeu, comme je disais, la morphoanatomie, la longueur de segment, mais aussi la longueur de tes différents muscles, tes préférences motrices, si tu vas participer ou pas, ton hérédité, comment tu manges, bref, on n'est pas tous égaux et loin de là. Mais il y a des gens qui vont faire de la force, qui vont avoir des physiques incroyables, mais ce sont des exceptions. Pour la majorité, il va falloir faire un travail vraiment spécifique pour prendre du muscle, et en tout cas de manière optimale, comme tu sembles le dire, Big Ben. Voilà, j'espère qu'on t'a éclairé. Voilà. T'as retrouvé ta voix de jaune. Oui. Alors, on a eu une question juste aujourd'hui, au moment où on fait le podcast, de Mika, qui est
intéressante, je trouve. Moi, elle me semble pas si anormale, mais June, elle semble un peu plus anormale. Voilà. Alors, donc voilà, on va se faire un débat. J'espère que vous êtes prêts. Bonjour, je viens à vous car j'essaie depuis cet été de prendre en masse musculaire, mais j'ai vraiment du mal à m'y prendre correctement, j'ai l'impression. Pour me présenter rapidement, je fais 1m70 pour 55 à 58 kilos. J'ai suivi un régime, peut-être pas très intelligent, mal équilibré, pauvre en calories avec une forte hausse de l'activité physique il y a quelques années. Quand je me comparais à mon entourage, je me trouvais plutôt solide et endurant. Mais finalement, mes tentatives visiblement ratées en musculation me prouvent le contraire. C'est marrant. Bon. J'avais commencé la musculation cet été et je poussais fort, n'importe comment. Un début de tendinite au bras gauche est apparu, j'ai arrêté. J'ai repris la musculation en novembre, plus simplement en poussant moins fort et en observant mieux mon exécution pour la corriger, etc. En 3 séances, j'ai eu une pointe au niveau du bras gauche, localisée vers l'épaule. Je pense avoir identifié l'exercice défaillant, un tirage poulie. Je l'ai arrêté, renforcé la zone avec des exercices légers et élastiques, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, suite à la 3e séance, j'ai une pointe en bas de l'omoplate et une raideur dans le triceps droit quand je place le bras derrière la tête. Pourtant, je pousse moins lourd, je fais des séances plus courtes. Est-ce que ces douleurs, pas normales car ce ne sont pas des courbatures, vous les avez aussi ressenties au cours de votre évolution, ou j'ai juste la résistance physique d'un vieux chewing-gum à la fraise collé sous le siège d'un TER? Excellente. Elle était bien celle-là. Belle comparaison. Alors, June, vas-y. Ok, alors moi je pense que je suis peut-être un petit peu moins visuelle que toi. Toi, tu as coaché quand même plus de personnes que moi. Moi, je commence quand même à avoir un petit background d'élève, donc je mets en relation, enfin je mets en visualisation, disons, par rapport à la taille, le poids. Mais pour moi, déjà, il y a un truc, c'est que quand je me représente les 1m70 pour 55, 58 kilos pour un homme, et ben je vois quelqu'un quand même de relativement mince, quoi, relativement mince. Plutôt solide et endurant, il dit. Ouais, mais entre ce qu'il dit et la réalité. Donc, il a suivi un régime pas hyper bien mené et aussi probablement avec trop d'activité physique. Euh, ce qui, moi, m'a mis la puce à l'oreille et peut-être que je m'alarme d'une manière par rapport à mon propre vécu et par rapport à mes propres expériences. Mais pour moi, bah, il y a peut-être des carences micronutritionnelles et macronutritionnelles qui ont été engendrées et surtout possiblement un espèce de syndrome d'épuisement. Donc, tu sais, on en parle beaucoup maintenant. Je pense, t'en as entendu parler, t'en as parlé dans ton précédent podcast aussi avec Fred. Voilà, et c'est quelque chose qu'on retrouve autant chez la sportive que chez le sportif. Mais le REDS, qui est le Relative Energy Deficiency in Sport. Quel accent anglais, Super, super accent. Qui donc chez l'homme peut aussi être synonyme de surentraînement, d'épuisement à l'effort, mais aussi de possibilité de perte de densité minérale osseuse, donc de plus de facilité à se blesser, de baisse aussi au niveau hormonal, donc par exemple chez l'homme, baisse de la testostérone. Voilà, c'est des choses. Euh, Moi personnellement, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ensuite, voilà, peut-être que je m'alarme pour rien et que en effet, il a juste fait n'importe quoi. Voilà. Et c'est possible aussi. Mais en fait, le fait qu'il dise qu'il ait beaucoup de douleurs, ensuite, voilà, je ne sais pas son niveau, mais par rapport à ce qu'il dit dans les posts suivants, effectivement, ça doit vraiment être un débutant, je pense, parce qu'il parle de curl incliné à 2 kilos, je crois, donc je sais pas, peut-être c'est juste son échauffement, mais voilà, moi, même pour m'échauffer, je fais pas, enfin, bon, bref, peu importe, on n'est pas là pour se comparer, mais voilà, c'est pour parler de son niveau. Et dans tous les cas, par rapport à ce qu'il dit, je pense pas que c'est un vieux chewing-gum. Je pense juste peut-être il a fait les choses d'une manière très désordonnée et que dès le départ, en fait, il aurait probablement bénéficié des conseils d'un coach, que ce soit sur la partie nutritionnelle, que sur la partie d'entraînement pour le corriger, parce que voilà, il a dit qu'il se filmait tout ça, mais je pense pas que en tant que débutant, on soit à même de dire oui, mon mouvement il est bien. Je pense qu'il faut vraiment bénéficier de quelqu'un qui a plus d'expérience, donc un éducateur sportif, un coach comme Rudy ou moi, pour qu'on puisse nous dire bah oui, là ton mouvement il est bien, on continue, ou alors bah non, là ton mouvement ça ne va pas du tout, arrête tout et on change. Enfin on change, on refait. Donc voilà pour mes ressentis personnels. Ouais, non, mais c'est marrant parce que, pareil, on l'a souvent dit, mais la muscu, c'est l'une des seules activités physiques où beaucoup de personnes pensent que elles peuvent tout apprendre toutes seules. Comme le running aussi. Tu sais, ouais, c'est un peu, c'est un peu comme tout. Tu sais, quand tu vas au tennis, quand tu vas au club de tennis, t'as un prof de tennis, t'apprends le tennis, tu vas en club d'athlé, moi, comme j'ai fait de l'athlé,
t'as un entraîneur d'athlètes qui t'apprend des choses, et t'as un entraîneur en plus spécifique. T'as un entraîneur, quand t'as un meilleur niveau, t'as un entraîneur de sprint, t'as un entraîneur de demi-fond, t'as un entraîneur de fond, t'as un entraîneur de lancer. Et dans les lancers, t'as, par exemple, comme mon pote Romain, lui, il est entraîneur de javelot, il est entraîneur de lancer de poids. Bref, tout est vraiment très spécialisé. Et en muscu, de manière classique, en fait, on pense qu'on peut tout apprendre tout seul. Et c'est vrai que bah, moi, c'est ce que j'ai fait aussi, mais ça m'a fait perdre un temps fou. Et c'est comme ça aussi que je me suis intéressé et voilà que j'ai pu en arriver jusque là aujourd'hui. Mais j'aurais gagné un temps considérable si j'avais eu quelqu'un qui m'avait appris les mouvements au départ et qui m'avait évité des erreurs. Bref, pour revenir sur le sujet, moi, ça me choque moins, mais 70, 58 kilos, parce que comme je regarde un peu tous les sports d'endurance, bah, franchement, tu vois, on en parlait la dernière fois à la fin, je sais plus qui disait ça. Il disait, tu vois, les gars, mecs du Tour de France, alors certes, ils sont pour beaucoup dopés, voilà. Là, s'ils font 1m70, eux, ils font 48 kilos, tu vois. Oui. Donc là, ils sont vraiment maigrichons, Parlé la tu vois. dernière fois, mais c'est vrai que moi, en fait, je vois les gars dans l'endurance qui performent. En fait, je me dis, Bah, regarde, regarde. en fait, je vois des Toi qui athlètes fais, en sous-poids. toi qui fais 1m70, Bah, quand tu faisais 58 kilos, tu vois à quoi ça ressemble? T'étais pas maigrichonne. non, j'étais pas maigrichonne, j'étais normale. Voilà. Mais je suis une femme. C'est un homme. Mais une femme musclée. Oui, bah oui, oui, justement. Je suis une femme musclée à 58 kilos. Pour moi, c'est, entre guillemets, enfin, le poids dans lequel je me sens relativement bien, tu vois, le poids. Et tiens, on peut, Et là, en fait, pour un homme, je me dis, bah voilà, il doit être plutôt mince, très mince peut-être même. Ensuite, voilà, comme je t'ai dit, quand je vois les personnes performer en endurance, par exemple, enfin, au triathlon, marathon, triathlon, tout ça, bah, je les trouve. T'en as qui sont affûtés, t'en as qui sont affûtés dans le sens musclé aussi, et il y a une certaine masse musculaire. Et puis t'en as, on voit, ils sont vraiment très très minces. Et en fait, pour moi, ça respire pas forcément la santé. la santé, ouais. Ouais, Bon, moi, je taille sais moins, pas. taille moins 10, 12, ça me choque pas. 55 Ok. kilos. Après, bon, c'est un peu léger, mais Ouais, c'est, moi, ce que je trouve plus drôle, c'est quand il dit je me trouvais plutôt solide et endurant. oui, Voilà, voilà. bon, là, t'étais pas solide. C'est Là, pas, c'est pas le look solide selon nous, mais oui, non, voilà, c'est pas le look alors, solide, clairement. après, il y a plusieurs erreurs pour moi qu'il fait. C'est que, et je vais commencer par là, c'est que quand tu n'as jamais fait d'activité physique, Mm. je sais pas quel âge tu as, Mika, mais peu importe, ouais, si tu jamais vraiment fait de sport, tout ça, en fait, bah, t'es faible. En fait, aussi bien tes tendons que tes muscles, que tes articulations, que tes os, tout ça, t'es fragile. En fait, t'es pas solide, t'es fragile. Et ça, indépendamment de ta génétique. Alors, bien sûr, il y a des différences, encore une fois, entre individus, des gens qui ont plus de propension à se blesser et d'autres moins, à avoir des douleurs ou ne pas avoir de douleurs. On n'a pas tous la même sensibilité. Nos nocicepteurs, nos récepteurs à douleur sont pas tous aussi sensibles. Et il y a plein de choses qui peuvent influencer les douleurs. Mais ça, c'est le premier point. Ensuite, puis j'ai commencé la musculation cet été, je poussais fort et n'importe comment. Donc, première erreur, t'as sans doute pas été progressif. Et comme tout débutant, t'inquiète pas, on a tous fait ça, t'en as trop fait. Tu as eu un début tonite au bras gauche et tu as arrêté. Ça, c'est ta première erreur. Aujourd'hui, on sait que quand tu as une douleur, il faut surtout pas arrêter, il faut continuer, il faut adapter ce qu'on appelle la charge, la quantification de la charge. Il faut s'entraîner plus léger, en faire un peu moins, continuer autour de la douleur pour que ton corps ne se désadapte pas complètement. Or, toi, tu as arrêté et tu as repris en novembre. Donc, je ne sais pas tu as arrêté combien de temps, mais si tu as arrêté pendant 2 ou 3 mois, bah finalement, tu es devenu encore plus faible. En fait, tu n'es pas devenu plus fort, tu as peut-être plus mal parce que tu as arrêté de solliciter et que la douleur, normalement, au bout de 8 à 12 semaines, elle doit partir pour la plupart des gens sans qu'on fasse quoi que ce soit de particulier. Mais c'est pas parce qu'elle est partie que ça veut dire que tu es guéri. Tu ne guéris pas en fait, tu es juste devenu beaucoup plus faible. Donc, même en poussant moins fort, en observant mieux ton exécution, même par rapport à ce que dit June, bah, en 3 séances, j'ai une pointe au niveau du bras gauche. La question, c'est comment as-tu repris? Je vais donner un exemple. En course à pied, souvent, on rigole un peu jaune parce que si tu regardes les programmes de la clinique du coureur ou encore une fois de mon pote Nico et de son livre La préparation physique de l'endurance, bah, on te dit, voilà, faut que tu cours 10 minutes, puis il faut que tu cours 11 minutes, et puis 12 minutes, et puis toi, tu te dis, mais attends, je vais pas faire si peu, c'est complètement con. Tu dis, attends, je peux faire beaucoup mieux que ça, je peux. Et en fait, et j'en parlais ce matin avec Julien, qui nous a ramené, dont je parlais la semaine dernière, qui nous a ramené l'airbike à la salle, Ah. là, que j'ai vu ce matin. Et on discutait et il a repris la course à pied. Et il me dit, ça illustre parfaitement le truc. Il me dit, Julien, c'est cadeau, c'est pour toi. Il me dit, je cours 2 fois par semaine et tout, 1 heure. Je dis, ah bon et tout, mais je dis, putain, mais tu cours depuis longtemps. Il dit, non, j'ai repris il y a 3 4 semaines. Je dis, bah, Et t'as voilà. repris comment? Il me dit, bah, j'ai repris tout de suite 40 minutes, mais je cours tranquille, hein. Et donc, quand on parlait de l'heure, il dit, ouais, souvent quand je cours, les périocytes, elles arrivent assez vite. Ah bah Ah oui, bah, tu m'étonnes.
Bah, je dis oui, mais je dis, tu reprends trop fort. Je dis, mais c'est sûr que c'est frustrant. Parce qu'en tant que sportif, Mm. et par rapport à notre ego aussi, on a tout de suite envie d'en faire plus. Or là, ce que je comprends, Mika, c'est que tu as repris la muscu, mais tu aurais dû reprendre, j'ai une connerie, avec, par exemple, un petit full body, avec 2 séries de chaque exercice, avec un exercice par muscle, tranquillement, doucement, sans vitesse, pour pas que ce soit traumatisant. Puis tu aurais fait 3 séries, quelques jours après, tu aurais fait 4 séries, et puis un peu après, tu aurais augmenté les poids. Il aurait vraiment fallu que tu y ailles doucement, parce que là, tu repartais de zéro. Donc le niveau zéro, c'est fragile. A priori, pour toi, en plus, qui est susceptible aux douleurs. Donc, tu dis, je pense avoir identifié l'exercice défaillant, peut-être. Je l'ai arrêté, renforcé la zone, ça a l'air de fonctionner. Bah, ça, c'est bien. Troisième séance, j'ai une pointe en bas de l'omoplate et une raideur dans le triceps droit quand je place le bras derrière la tête. Ça ressemble à une petite contracture. Voilà, en point en bas de l'omoplate, peut-être le rhomboïde. Voilà, petite contracture. Pourtant, je pousse moins lourd et je fais des séances plus courtes. Mais ça, c'est pareil. C'est que on voit plein d'exemples sur le net de gens, et je le dis de manière plutôt avec du recul, qui sont musclés et qui font n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. On les voit s'entraîner, je vois et je dis putain, oh, ils vont se massacrer, ils vont se tuer. Et ça me rappelle un exemple. Quand je faisais du soulevé de terre lourd, je me souviens un coup, j'avais posté une vidéo où j'avais fait 10 reps à 210 kilos. Et il y a mon pote Christophe Cario qui m'avait dit putain, fais gaffe, ça devient fort, fais attention quoi. Et j'avais une technique dégueulasse, hein, faut le dire, un truc qui compte pas, un peu de rond, tout ça. Ça n'a pas renforcé le dos, contrairement à ce que beaucoup pensent. Au contraire. Mais je faisais mon truc et bah, ça me donnait du dos, donc on aurait pu dire bah, voilà, en faisant ça, voilà, c'est ça qui le fait progresser, tout ça. En fait, pas du tout. C'était un instant T qui avait donné du muscle. Or, encore une fois, euh, même si il y a des exceptions, des gens qui font un peu n'importe quoi, qui font des trucs très classiques, on pourrait dire, et qui progressent, pour beaucoup de gens, et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser encore une fois à la morphoanatomie, pour beaucoup de gens, il faut assez rapidement, bah, en plus de la progressivité, personnaliser ce qu'on fait. J'en parlais encore aujourd'hui avec un copain qui fait du kayak, par rapport à l'amplitude de développé couché, tout ça parce que c'était déchiré épais il y a quelques années, et on parlait d'amplitude, et ça se trouve que pour toi, il faut tout de suite adapter l'amplitude. Aujourd'hui, j'en rigolais encore la semaine dernière, à force d'analyser des gens, de les voir soit en coaching premium, donc à Annecy, soit bah, dans les cours que je donne en BPJ ou CQP, j'ai classifié une nouvelle morphoanatomie. Est-ce que je t'en ai parlé de ça? Ah non, pas encore. Alors, ça s'appelle le pingouin. Le pingouin, parce qu'il est fourré. Alors, je vais vous expliquer le pingouin. Parce qu'il est fourré. Il est vraiment fourré de chez fourré. Le pingouin, c'est pas avant, pour ceux qui ont le tome 1 de la méthode Superphysique ou qui ont le guide de la musculation naturelle en version papier, j'ai distingué 3 catégories. Donc la sauterelle, celui qui est plutôt long, longiligne. Pensez à un Kenyan qui court, voilà, ou à moi, des jambes longues, des bras longs, voilà, un buste court en comparaison. Le dinosaure, donc jambes courtes, bras courts, buste long, un haltérophile, voilà, en général c'est ça. Et puis il y avait un peu l'entre-deux, moi ce que j'appelais le gorille, le chimpanzé. Voilà, jambes plutôt courtes, le buste long, mais avec des longs bras. Donc voilà. Et en fait, plus j'avance dans les analyses, plus je me rends compte qu'il y a des personnes qui n'ont que des désavantages d'un point de vue osseux. Et c'est normal parce qu'en fait, avant, quand on faisait de la muscu, il y avait que les gens qui étaient un peu doués qui en faisaient. Quand tu n'étais pas doué, bah, tu t'arrêtais. Aujourd'hui, comme c'est une mode, pour beaucoup, bah, il y en a plein. Et donc, le pingouin, c'est pas compliqué. Vous allez comprendre tout de suite. C'est quelqu'un donc qui a les bras longs. Donc forcément, c'est pas avantageux. Il est étroit de clavicule. Donc elles sont assez courtes. Ensuite, il a pas de cage thoracique. Il est plutôt plat. Donc souvent, bah voilà, t'as pas fait beaucoup de sport durant ton enfance, ta génétique, tout ça, tes côtes sont un peu courtes. T'as pas travaillé ta mobilité thoracique, voilà, t'es plat comme une crêpe. Ensuite, t'as le buste long. Alors tu dis, ah, bah ça va, si le buste long, il va avoir les jambes courtes. Et en fait, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as le fémur qui est très très long comparativement au tibia. Donc pour voir ça, il suffit de se mettre de profil, vous faites un squat, et vous allez voir que si votre fémur est beaucoup plus long que votre tibia, vous dites, merde, en fait, j'ai les désavantages de quelqu'un qui aurait les jambes longues, alors qu'en fait, vous avez juste le fémur long comparé au tibia. Et donc là, tu te dis, mais pourquoi je suis fait? Et bah, t'es fait pour rien. Et là, si tu cherches à t'entraîner à amplitude maximale, comme on disait tout à l'heure, en copiant tout le monde, tout ça, bah, c'est hyper compliqué parce que tu as plein d'exercices pour lesquels t'es pas fait, où tu vas forcer. Alors peut-être que tu as la souplesse, tu as du bol, tout ça, mais souvent, moins t'es avantagé, donc en plus, t'es pas souple, t'es raide, entre guillemets, comme un piquet, t'as des muscles courts en plus, donc tu as plein de tendons, donc c'est pas le même renforcement à faire que pour les muscles, ça réagit pas tout à fait pareil, donc t'es pas doué. Et donc forcément, si tu fais des exercices avec entre guillemets, la même technique que tout le monde, que son entraînement est vraiment au pif, qu'il n'est pas du tout personnalisé, que tu as une facilité à avoir des douleurs, tout ça,
moi, ce que tu dis, Mika, ça m'étonne pas du tout. Surtout que je vais reprendre tout à l'heure, tu citais les autres messages. On te parle de l'échauffement, tu dis, je faisais autrefois 10 minutes de cardio, maintenant je fais 5 minutes de cardio, et avant chaque exercice, une petite série avec quasi pas de charge, genre pour les biceps, je fais une série de 20 répétitions avec des haltères de 2 kilos. C'est pas ça l'échauffement. Par contre, je ne fais aucun étirement après la séance, donc je vais en déduire aussi, en étant salaud, que tu fais aucun étirement du tout. Donc, en fait, tu t'échauffes pas, tu t'étires pas, et donc tu arrives directement sur tes exercices qui sans doute te conviennent pas par rapport à tes capacités de mouvement, tout ça, et donc bah forcément tu as des douleurs. C'est l'échauffement, on en a souvent parlé, c'est un truc que tu peux pas négliger. Tu peux pas le sauter, et je le vois avec mes BPJ parce qu'on est en ce moment sur ces cours-là. L'échauffement, bah c'est voilà, si tu débutes, bah, c'est 15-20 minutes. Voilà, c'est 15-20 minutes. Je donne la parole après, John, promis. Et niveau alimentation, voilà ce que tu réponds, Mika. Et niveau alimentation, c'est vraiment pas régulier. J'ai la volonté de bien manger, mais c'est compliqué pour moi d'avoir une alimentation suffisante, saine, stable dans le temps. Je suis en train de réfléchir à une nouvelle organisation. Je me suis mis, j'avoue, à manger quelques chocolats pour prendre de la masse, car je n'ai pas d'appétit. Donc je vis des aliments très caloriques et petits. Mais je vais arrêter cette histoire, je vais passer sur des calories liquides avec un bon shaker. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Bah là, en fait, même ton alimentation, ça, on a tendance à le minimiser parce que, encore une fois, ce qu'on entend, ce qu'on voit surtout sur le net, c'est beaucoup de personnes qui sont jeunes, qui débutent la musculation, ou des fois qui sont assez douées, qui n'ont pas encore, pour beaucoup, les effets néfastes d'une mauvaise alimentation. Mais si tu manges à l'arrache, que tu as un programme à l'arrache, que tu manges en plus quelques chocolats, quand tu dis quelques chocolats, ça veut dire que tu en manges 10-15 par jour, en fait, voilà. C'est-à-dire que tu vas. Après, c'est la période des fêtes en ce moment. Donc, t'es moyennement pardonné. On va dire ça comme ça. Bah, en fait, l'alimentation, ça peut être hyper inflammatoire. Tu peux avoir des douleurs parce que tu dors mal, tu manges mal en dehors de ton entraînement. Donc là, en fait, il n'y a rien qui va. J'ai du mal à avoir une alimentation suffisante, saine et stable dans le temps. Voilà, il y a aussi de ce côté-là que tu dois chercher. Sans compter, après, on dit saine, tout ça, on n'a pas tous la même définition. Ça, c'est des choses, encore une fois, que j'explique dans mes livres, le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la sèche au naturel, qui sont disponibles sur mon site rudicoya.com. Mais c'est la base des bases. Et donc là, on n'a pas parlé du sommeil, mais ça veut dire que déjà, l'alimentation va pas, l'entraînement va pas, c'est sans doute pas assez progressif, t'as pas d'échauffement. Il y a beaucoup de douleurs qui peuvent être oubliées, entre guillemets, qui peuvent ne pas arriver parce qu'on s'échauffe bien, parce qu'on s'étire bien, parce qu'on fait un retour au calme. Pareil, le retour au calme, qui fait un retour au calme? On en avait parlé il y a quelques podcasts. La plupart des gens n'en font pas. Ils sont là, ils repartent de la séance, ils s'échauffent pas, ils s'étirent pas. Donc, pendant les séances ou en dehors, on va pas refaire le débat là-dessus. Et après, pas de retour au calme, ils rentrent chez eux, puis ils mangent des chocolats. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? C'est pas que tu as la résistance physique d'un vieux chewing-gum à la fraise collé sous le siège d'un TER. C'est que tu fais tout pour avoir mal, en fait. Et tu fais beaucoup de choses pour avoir mal. Donc, c'est normal que tu aies mal. En fait, moi, je trouve rien d'anormal là-dedans. Mais c'est vrai que là, encore une fois, je disais en introduction, les gens qui font de la muscu, quand tu débutes, tu penses que tu peux tout apprendre tout seul alors que tu peux pas. Par contre, tu peux gagner du temps en prenant un bon coach. Bon, il y en a pas des masses non plus, mais il y en a de plus en plus, vu que j'interviens de plus en plus dans des formations pour former. Mais il y en a quand même des bons, hein, sans rigoler. Donc, ils peuvent t'apprendre les mouvements, qui peuvent te corriger, voilà, tout ça. Et ça va te faire gagner un temps fou. Un temps fou, et tu vas réduire les douleurs, tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, tu fais beaucoup, beaucoup d'erreurs qui expliquent bah, plein de petites douleurs. Alors après, pareil, c'est quoi petite douleur? Quand tu t'entraînes, entre guillemets, on n'est pas fait pour faire de la muscu. Je l'ai souvent dit, voilà, nous, ça nous fait plaisir, on aime bien gonfler, voilà, c'est cool, hein. Mais on n'est pas fait pour tout ça, donc c'est normal d'avoir des petites douleurs. Certains diront, bah non, c'est pas normal, c'est pas. Et celui qui s'entraîne, il a toujours des petites douleurs. Il y a des exceptions, des gens qui n'ont jamais mal nulle part, tout ça, on en connaît. Mais c'est pas le cas la majorité du temps. Mmh. J'allais rebondir là-dessus, justement sur, le fait d'avoir des petites douleurs. Donc, voilà, encore une fois, il y a des seuils de tolérance qui sont propres à chacun. Mais en fait, moi, c'est souvent ce que j'ai avec mes élèves qui débutent, c'est: «Ah là, j'ai eu une pointe ici, j'ai eu un truc là, machin, un petit truc à l'omoplate», et en fait, un jour après, c'est parti parce que c'est juste parfois le temps aussi que le corps comprenne qu'on est dans un processus, que et puis simplement le fait d'engager, ces masses musculaires alors qu'on n'avait pas l'habitude avant, bah oui, ça peut créer des petites contractures parce qu'on va peut-être un petit peu se crisper, se tendre. Donc là, Mika, la meilleure chose qu'il aurait à faire déjà, c'est de prendre quelqu'un pour l'accompagner, que ce soit sur l'entraînement ou sur l'alimentation. Les deux. Parce que oui, les 2. Enfin les 2 parce que effectivement, comme tu l'as dit, sur l'alimentation, là, par rapport au chocolat et tout, bah oui, c'est les fêtes. Mais le truc, c'est que l'alimentation, ça va avoir un rôle primordial dans sa récupération et dans sa progression.
Maintenant, je pense que Mika doit être un peu jeune, peut-être, Oui. et c'est pour ça qu'il n'a pas conscience encore de tout ça, mais très vite, il va comprendre que s'il veut progresser, bah, c'est indissociable, en fait. C'est indissociable. Et que les repas liquides, les shakers, c'est pas la solution pour augmenter ses apports énergétiques. Ouais, c'est déjà manger bien. Déjà manger bien, voilà, arrêter de manger 10, 15, 20 chocolats, j'en sais rien, mais voilà, le chocolat c'est ok, mais en fait ça doit pas représenter le principal de ton alimentation. Et enfin, les repas liquides, c'est pareil, ça doit pas représenter le principal de ton alimentation parce que ce qui va pas se faire aussi avec les repas liquides, c'est que tu vas pas mastiquer, tu vas pas avoir cette sensation de satiété. Donc déjà, indirectement, ça peut t'amener à avoir encore plus envie de manger des petites merdes, quoi, des petites merdes, des petits chocolats. La mère l'appelle la merde. Voilà, c'est ça. Et en plus, tu vas pas avoir cette sensation de satiété, tu vas pas être rassasié et ça va pas forcément, enfin voilà, je sais pas ce qu'il y aura dans ton shaker, mais c'est pas forcément des protéines. J'espère qu'il y aura de la super protéine végétale, super physique bio, avec du sarrasin bio. Je pense qu'on peut pas faire mieux que ça, si jamais. Voilà, bah là, on peut pas faire mieux que ça, effectivement, parce que bah il faut aussi comprendre que la whey, c'est juste, c'est la cerise, enfin déjà c'est même pas une cerise sur le gâteau, mais la whey, la protéine végétale, peu importe. C'est juste un complément. C'est un complément. C'est pas le principal de ton alimentation. Donc, restructurer tout ça. Et puis déjà, je pense que ça ira mieux sur les douleurs. Et donc, ça ira mieux sur ton entraînement et prendre quelqu'un, voilà, pour t'aider à progresser. Ça sera le mieux. Après, je comprends sa situation globalement parce que aujourd'hui, il y a tellement d'informations, tu sais pas par où commencer. C'est en ce sens qu'on avait fait Super Physique et avec les articles qui sont toujours d'actualité, avec notamment une rubrique débutant. On dit voilà, faut commencer par ci, par ça. Mais on a toujours du mal, extérieurement, je pense, à se dire qui je dois écouter, qui je dois pas écouter, parce que ça a l'air de se contredire tout ça. Moi, je donne souvent le même conseil. Faut suivre une personne. Faut donner sa chance à une personne, comme a un peu fait Fabrice avec le rameur, si vous écoutez la semaine dernière. Voilà, il a donné toutes ses croyances, toute sa force au coach, entre guillemets, qui a fait le guide du concept 2, du rameur concept 2. Et voilà, et c'est bien. Alors après, il y a des trucs, moi, qui ai plus de recul sur tout ça, où je suis pas spécialement d'accord, mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire confiance à une personne, celle qui te parle le plus, Mika ou n'importe qui nous écoute, et puis tout appliquer. On n'a vu qu'une personne. Et puis voilà, puis on voit. Ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs, mais de pas remettre en cause ce que dit la personne référente qu'on a choisie. Parce que si on regarde dans tous les sens, en fait, justement, on n'arrive plus. Et c'est pas forcément qu'on se contredit, c'est qu'on va pas utiliser les mêmes mots, le même langage. On va dire des choses avec des mots vraiment différents qui veulent dire la même chose. Des fois, il y a des petites subtilités, on va pas les dire aussi de la même façon. Donc, c'est pour ça que se cantonner à une seule source quand on débute, je pense que c'est un gain de temps énorme. Vraiment, c'est un gain de temps énorme. Donc, je serais hyper objectif en disant super physique, rudicoya.com, voilà, il y a tout dessus. Mais bref, faut choisir un truc qui te parle et appliquer. Et évidemment, éviter les girouettes qui changent d'avis comme de Schmitz, parce que là, sinon, tu vas réussir à rien du tout. Alors, la dernière question du podcast, parce que le temps passe vite, c'est une question de Billy. Billy, bonjour, ma question est assez simple. À partir de combien de séances en échec sur un exercice faut-il baisser la charge? Un exemple, au développé couché à terre, voici mes performances à 38 kg sur les 4 dernières semaines. Je fais l'exercice une fois par semaine. 6-6-5, 7-6-5, 8-6-6 et aujourd'hui 8-7-5. Cela faisait 3 semaines que je progressais bien, avec 1 ou 2 répétitions gagnées chaque semaine sur mon total, et je sentais qu'au fur et à mesure, je maîtrisais mieux la charge. Mon objectif est de faire 3 fois 8 avant d'augmenter la charge, mais aujourd'hui, je fais 8 répétitions première série, 7 répétitions deuxième série, donc un record, et j'espérais faire 6 à la troisième pour être encore en progrès. Malheureusement, je ne valide que 5 répétitions. La prochaine séance, je compte tenter la même charge, mais imaginons que je ne progresse pas une nouvelle fois. Vaudrait-il mieux baisser ou continuer? En bref, baissez-vous la charge à partir de 1, 2, 3 séances en progression. Merci. June, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, déjà, moi, je j'organise pas tout à fait ma façon de travailler comme ça. Donc déjà, il y aura des divergences. Je trouve que il y a un rep range qui est relativement bas. Voilà, pour moi, ça serait plutôt la fourchette basse de répétition que je donne, par exemple. Ce sera pas des 5 répétitions? Vous devez coucher à terre? Bah non, pas au coucher à terre. T'as vu comment j'ai repris? J'en ai déjà fait 10, 12. Mais il y avait 32 ou 34 kilos par bras aussi, hein. Ouais, bah ouais, moi aussi. Tu t'as pris des pecs. Du haut spec surtout. Et donc voilà, pour moi déjà, il y a une fourchette de répétition qui est relativement basse. Et bon bah voilà, il y a pas besoin de réexpliquer. On sait que dans la prise de muscle, c'est quand même bien d'avoir un rep range peut-être un petit peu plus haut pour avoir aussi la tension, le temps sous tension, la tension mécanique. Bon bref, on connaît tout ça.
Mais là, donc, il nous parle de son échec qui survient. Déjà, il y a une progression, en fait, je comprends pas. En fait, je trouve ça désorganisé. Pour moi, c'est un peu aléatoire sa progression, et c'est comme s'il se laissait pas du tout de marge de progression. Or, on sait que sur un cycle, il faut quand même de la marge de progression. Donc, euh, soit on décide vraiment que on va progresser chaque semaine, pareil sur chaque série. Soit on se dit, ok, ce top 7 là, enfin cette première série, je vais progresser entre temps et temps, et je me laisse un petit peu de marge sur les deux séries récentes, mais être proche de l'échec ou presque à l'échec sur chaque série, en fait il avorte son cycle vraiment d'une manière un petit peu prématurée. Ouais. Oui, bien sûr, vois-tu, Voilà. vois-tu. Vois-tu? Oui, bien sûr, je vois. Je vois, non, non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que là, on a l'impression que Billy, il va à l'échec à chaque série ou presque. Et de notre expérience, quand tu vas à l'échec à chaque série, ça peut marcher, mais sur le court terme. Euh, donc ça peut marcher, je vois que tu m'envoies des messages. Euh, Ça marche sur le court terme, sur quelques séances. Des fois, ça peut marcher sur plusieurs séances, sur plusieurs semaines, tout ça. Moi, quand j'étais gamin, moi, je pouvais penser comme un fou, ça montait chaque semaine, voilà. Mais c'est pas, comme a dit June, pour nous, la meilleure façon de progresser. Il faut toujours se garder une marge de manœuvre. Euh, Là, la marge de manœuvre, elle n'existe pas. Alors, quand tu es en fin de cycle de progression, c'est normal. On peut imaginer peut-être que Billy, il est en fin de cycle, et voilà, c'est sa manière de progresser, il est en fin de cycle, et donc, c'est normal qu'à un moment, ça foire. Maintenant, il pose une bonne question à laquelle je vais répondre, c'est, euh, il a loupé une séance. La prochaine séance, je compte retenter à la même charge, mais imaginons que je ne progresse pas une nouvelle fois. Vaudrait-il mieux baisser ou continuer? Alors, en dehors de la notion d'objectif, qui est, pour nous, là, on parle surtout, on fait des podcasts pour les personnes qui veulent prendre du muscle, voilà, qui sont pas professionnels, on y vient à côté de tout ça. Euh, Si tu loupes une séance et que, je sais pas, imaginons, tu as mal dormi, tu as passé une sale journée, tu pas réussi à manger comme tu voulais, tu vois, de manière objective, tu as pas mal de choses qui vont expliquer, si bien expliquer entre guillemets, euh, et ben, t'as ton petit échec, et bah, tu retentes. Tu vois, moi, avec mes élèves, c'est ce que je fais. Ils me disent, voilà, j'ai mal dormi, j'étais un peu malade, j'étais pas bien, non, je dis, je dis souvent, je te laisse une chance. Je fais pareil. Ouais. Voilà, je te laisse une chance. Maintenant, s'il y a aucune raison qui va expliquer ça, tu trouves rien. Voilà, alors après, tu peux remonter toutes les histoires que tu veux. Mais si tu pensais que ça devait passer et que c'est pas passé, et voilà, t'as pas réussi non plus, moi, je retenterai. Tu peux retenter. Maintenant, comme l'a dit June aussi, tu es dans des répétitions très très courtes. Or, quand c'est très très court, le pourcentage de progression, ça j'en parle dans Mes secrets pour prendre du muscle, c'est dans le tome 1. Je vois le tome 1 et le tome 2 ensemble, qui sont vraiment les bases de la musculation pour progresser de manière résumée. Euh, Quand tu fais une série de 6, si tu veux rajouter une septième répétition, faut que tu progresses d'au moins 15%. Donc tu vois, 15%, c'est énorme. Alors bien sûr, si tu as de la marche, tout ça, peut-être, si tu es débutant, voilà. Maintenant, si tu faisais une série de 12 et que tu vas rajouter une répétition, en fait, c'est plus que 7-8%. C'est la moitié que tu dois progresser pour rajouter une répétition. Donc, tu vois que c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que un de mes articles d'ailleurs les plus lus sur edeka.com, c'est les séries longues pour prendre du muscle. Plus tu progresses, plus les séries longues vont te permettre d'aller gratter ces petits pourcentages que tu peux encore gratter. Ok, donc là, c'est dans ces séries très courtes. Ta marge de progression est sans doute pas faramineuse sur le moyen et long terme. Il faut que tu progresses énormément pour ajouter cette répétition-là. Donc oui, tu peux essayer de te laisser une nouvelle chance. Mais ce que je pense concrètement, c'est que là, 38 kilos par bras, c'est déjà pas mal du tout. Si tu le fais avec une bonne amplitude, en touchant les haltères avec les pecs à chaque répétition, par exemple, en une prise semi-pronation, bref, voilà, avec une bonne amplitude, c'est déjà une belle perf. Et donc, dans ce cas-là, tu as plutôt intérêt, une fois que tu auras retenté, à remettre plus léger et à refaire des séries plus longues pour être justement dans cet objectif de prise de muscle, comme on dit souvent, entre 30 et 60 secondes sous tension, ce qui nécessite que tu fasses au moins 10 répétitions. Alors, tu peux des fois descendre à 8, mais tu vois, les haltères, c'est très très facile de se blesser et c'est pas un truc sur lequel je vais recommander de faire 5 séries de 5. Ou alors des fois, je vois ça des fois dans des programmations de CrossFit, qui dédicace à une de mes élèves que j'ai vu faire ça il y a pas longtemps, Popo, si tu m'écoutes. Et bref, c'est pas quelque chose que je vais recommander parce que c'est très facile de se blesser avec les haltères. Quand tu mets lourd et que tu forces aux haltères, en fait, ta trajectoire, comme elle est moins guidée qu'avec une barre et moins encore qu'avec une machine, tu as de fortes probabilités de sortir ta trajectoire. Or, tu sors ta trajectoire, bien sûr, tu es renforcé, blablabla, on connaît tout le discours, mais la vérité, c'est que tu peux vite te niquer. Donc, c'est pour ça qu'en plus, avec haltères, c'est vraiment pas l'endroit où il faut aller à l'échec, forcer le plus possible, parce que les risques de blessure sont accentués.
Donc pour moi, tu vois, on a dérivé un peu de ta question initiale, mais voilà, tu peux retenter une fois, si tu as des excuses ou si tu penses que ça devait passer, mais ensuite, tu Ouais. dois allonger tes séries, garder une petite marge, notamment avec Alter, et monter progressivement. Là, c'est hyper court. Alors bien sûr, c'est les pecs, on se fait tous saper par notre ego, on connaît cette histoire par cœur. Hein. June vient de reprendre le coucher avec Alter, elle voulait pas reprendre la barre parce qu'elle avait peur de charger, Non, de retomber dans ses travers. Te justifie pas, te si justifie faut. pas. Attends. Ah, elle veut se justifier. N'oubliez Non, pas, c'est qui faux. se justifie s'affaiblit. June, c'est Non, parti. c'est simplement que le développé couché à la barre ne me convient pas et me crée de mauvaises courbatures. Donc, je préfère rester aux haltères, tout simplement. Voilà. Bon, Voilà. on va dire ça. Mais bref, tout ça pour dire, Billy, tu peux tenter une fois, mais fais attention parce que tu peux vite te blesser avec les haltères. Quand l'épaule elle se barre, après, tu peux avoir des séquelles vraiment pendant très longtemps, voire à vie. Moi, j'ai tendance à penser que quand tu te blesses, et bah, t'as des séquelles à vie, hein, même si tu fais tout le renforcement, tout ça, voilà, t'as moins mal. Mais t'as une fragilité qui se met, et donc il faut tout faire pour éviter de se blesser. Et là, pour moi, tu prends quand même pas mal de risques en forçant sur du coucher haltère en série très courte. Ouais, je rajouterais juste pour justement s'il vient à modifier son cycle, peut-être que comme on a dit, il peut conserver par exemple sa première série dans un rep range relativement court, donc par exemple entre 6 à 8 ou 6 à 9 répétitions, s'il veut rester sur une série vraiment où il va un peu plus bourriner en ayant quand même la condition d'avoir une bonne amplitude, d'avoir un mouvement correct. Et ces deux autres séries, il peut les faire sur un rep range, comme tu l'as dit, un petit peu plus long, parce que c'est là aussi qu'on va pouvoir gratter, disons, de la progression avec un poids plus léger, mais des répétitions un petit peu plus longues, donc des rep range plus allongés, et donc reprogresser là-dessus. Peut-être même que ça va relancer sa progression, que ça va lui donner comme un second souffle. Et c'est ce qu'on fait de toute façon avec les cycles de progression. Quand on voit qu'il y en a un qui bloque au bout de plusieurs fois, et faut pas hésiter quand même de temps en temps à revoir son plan d'action, tout simplement. Mais bien sûr, bien sûr. Et je finirai là-dessus. On avait pendant longtemps sur les forums une fille qui s'appelait Florence Gibellini, qui écrivait dans le monde du muscle, et qui, elle, sa méthode, justement, c'était d'avoir une série, on va dire, plutôt lourde, une série un peu plus légère, et une série encore plus légère, donc avec beaucoup de temps de récup. Et toute sa méthode, entre guillemets, c'était de progresser sur les séries longues, donc il y avait moins de pourcentage de progression, entre guillemets, à avoir, pour que ça se répercute sur la série courte à la fin. Donc exactement ce que tu as expliqué, et ça marchait plutôt bien. Après, il fallait forcer, elle aimait bien faire des séries très longues, des fois 20, 30, 40 reps. Mais ouais, tu gonflais bien, ça marchait bien. Il fallait avoir le spirit, comme on dit. Voilà. Bref, sur ce, on arrive au bout de cet épisode. On espère que vous avez passé encore une fois un bon moment en notre compagnie, que ça vous aura donné des pistes de réflexion pour mieux progresser. Si vous souhaitez réagir, n'oubliez pas, ça peut se faire sur les forums Superphysique, www.superphysique.org. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la boutique Superphysique sur superphysique-nutrition.fr. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.